Merci d'être ici aujourd'hui. Donc, nous allons écouter Horia Kebabza, qui est sociologue à l'université Le Mirail à Toulouse, qui est aussi à Sciences Po Toulouse, qui est rattachée à l'équipe Simone. Horia travaille sur les articulations entre racisme et sexisme et sur l'intersectionnalité des rapports de sexe, de classe et de genre, de race, j'ai oublié, entre guillemets, pardon, à travers notamment le cas des processus de socialisation des jeunes vivant dans les quartiers populaires et nés de parents immigrés. Elle travaille aussi en sociologie de la jeunesse et de l'immigration appliquée au travail social, avec notamment des actions de formation qu'elle mène auprès de travailleurs sociaux, entre autres. Elle est aussi dans la recherche-action auprès de jeunes vivant dans les quartiers populaires de Toulouse, à travers la vidéo qui a donné lieu à la réalisation de nombreux films documentaires. En 2003, pour ne citer que quelques exemples de publications, elle a participé au rapport de recherche Filles et garçons des quartiers, une approche des injonctions de genre, qui était un rapport mission de recherche droit et justice pour la délégation interministérielle à la ville. Et en 2006, elle a publié au cahier du CEDREF, le CEDREF auquel appartient Jules, l'article « L'universel lave-t-il plus blanc ? Race, racisme et système de privilèges ». Donc bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie d'être parmi vous pour ces 2 journées et je tiens à remercier encore une fois Anouk et Nada de m'avoir invitée. Alors je vais commencer mon exposé en vous relatant d'abord une petite anecdote à propos de la laïcité et de l'islam en France. Donc anecdote tout à fait personnelle, vécue. Lors d'un repas avec des amis, hommes et femmes, tous de gauche, dont certaines féministes et antisexistes, le sujet du port du hijab est abordé par un des protagonistes masculins, et notamment il dit, je cite, « Excusez-moi de la trivialité, moi les femmes qui portent le voile, elles me cassent les... » Point de suspension. Donc s'ensuit une discussion très vive avec les amis en question sur la laïcité, sur les signes religieux ostentatoires, sur la fausse neutralité de l'universalisme français, etc., etc. Enfin, je vous passe les détails, mais où je fus presque accusée en fin de discussion, et j'exagère à peine, de vouloir brûler les églises en France. Simplement pour vous dire que je suis sortie de cette discussion en larmes, avec vraiment un sentiment de profond désespoir, voilà, individuel et personnel, et une profonde solitude, notamment au niveau politique. Je m'explique un peu. Je me suis sentie acculée, mais ce n'était pas la première fois que je vivais ce genre de situation, à défendre l'islam et les musulmans et les musulmanes face aux attaques, mais en règle générale, c'était plutôt lors de discussions publiques, politiques, etc., enfin, dans des espaces plutôt voilà, publics et pas dans la sphère amicale. Et ce type de situation, je sais que je ne suis pas la seule. Dans ce cas, plusieurs personnes de mon entourage m'ont fait part de ce même sentiment, où voilà, on se sent obligé d'adopter une posture un peu radicale face aux attaques. Alors il me semble que cette anecdote, elle met à jour la nature catholaïque de notre société, et que c'est précisément parce que la sphère publique n'est pas neutre, et qu'elle reproduit les valeurs de la culture majoritaire, voilà, qu'elle est intéressante à relater. C'est-à-dire que religieusement et culturellement, le paysage français est peuplé d'églises et de croix chrétiennes. C'est ce que je disais un petit peu dans la discussion avec les amis. Le calendrier, vous le savez, facilite la pratique de la religion chrétienne. Et juste un détail, c'est très anecdotique, mais ça a tendance à beaucoup m'agacer. Tous les jours, dans ce pays, des millions de citoyens et de citoyennes assistent en fin de journal sur une chaîne publique, France 2, à la fin de la météo, on nous annonce qu'on va fêter le lendemain tel ou tel saint ou sainte. Alors cette catholaïcité, donc elle remonte à la surface, à l'occasion de tous ces débats autour du hijab
et de l'islam. Et elle a tendance à fragmenter la société, et je l'ai vécu donc à plusieurs reprises douloureusement, en révélant un racisme, qu'il soit latent ou manifeste, et crée des clivages politiques, mais aussi donc des clivages dans les relations interpersonnelles avec des proches, et ce, indépendamment des cultures politiques de chacun et de chacune. Et je m'interroge même de savoir si la laïcité, qui, me semble-t-il, avait été pendant longtemps un thème porté davantage par la gauche, si d'ici quelque temps, elle ne sera pas devenue un thème de l'extrême droite. En tout cas, on est sur ce sujet, comme sur d'autres, hein, on n'a pas d'exclusivité, en train d'assister à une mutation et un déplacement des lignes et des fractures qui voilà, ont tendance à caractériser, il me semble, la société française de ces dernières années. Alors, cette introduction avec cette anecdote personnelle, elle me sert à me situer au sens de l'épistémologie féministe. Et si ma position sociale, donc, de femme arabe ou de culture arabo-musulmane, n'est pas, bien entendu, une condition suffisante pour comprendre et analyser un certain nombre de phénomènes, en tout cas, il me semble qu'elle est propice à ce qu'on appelle une connaissance située. Et donc c'est dans cette lignée que je m'inscris pour revendiquer et relégitimer la participation de celles et ceux qui sont souvent relégués aux marges et à des places donc de minorités témoignantes. Et il me semble que d'ailleurs la parole des minoritaires, qu'elles soient universitaires, citoyennes ou militantes, est souvent assimilée au simple témoignage. J'ai vécu à plusieurs reprises et de façon voilà, toujours un peu difficile, ces moments où on ne se sent non seulement pas légitime, mais en plus pas légitimé par le regard des autres. Alors je reste très prudente vis-à-vis de la revendication d'un point de vue qui serait donc uniquement fondé sur qui je suis, mais il me semble en même temps que cette position située, elle me permet à moi et à d'autres, bien sûr, d'entrouvrir des portes pour saisir certaines réalités sociales. Mais, bien entendu, je me démarque d'une espèce d'idéologie de l'authenticité, puisque il me semble qu'elle s'accompagne trop souvent d'une tendance à exclure celles et ceux qui, au sein d'une communauté, expriment des avis divergents pour ne pas s'en méfier. En tout cas, il me semble que les récits des femmes et des groupes dominés mettent en évidence combien le point de vue de la marge impose une redéfinition des notions d'universel. Et en prenant l'exemple de ce qu'a développé la Critical Race Theory aux États-Unis, qui met en avant le fait qu'il n'existe pas une seule bonne issue dans un cas juridique. Certaines donc, théoriciens et théoriciennes ont développé l'idée de legal storytelling, donc des récits juridiques et des contre-récits, avec l'idée qu'il s'agit d'influencer le droit et la société en général par des récits qui sont basés sur le vécu et sur la parole des femmes et des minorités. Et à partir de là, on peut estimer que ces récits peuvent remettre en cause, enfin en tout cas mettre en cause et influencer aussi bien le droit que d'autres sciences. Alors, cet exemple, encore une fois que je citais en introduction, il me semble qu'il est l'expression d'un des enjeux actuels, aussi bien théoriques que politiques, qui est posé au féminisme. C'est-à-dire qu'il importe de savoir, selon une expression de Liliane Kandel, comment maintenir par les deux bouts la contradiction entre universalisme et particularisme, entre tentation identitaire et projet égalitaire. Et tout ceci, bien sûr, s'inscrit dans un contexte national qui est marqué par l'impasse du débat. D'un côté, il me semble, une clôture de l'universel occidental sur l'homme blanc hétérosexuel de classe moyenne, avec une association au regard sur l'étranger qui serait porteur d'une altérité radicale, et puis de l'autre, la question des droits universels,
qui peuvent être perçus parfois comme instruments de la domination pour les minoritaires. Alors, tout mon propos, ça va être d'essayer de voir en quoi consisterait une conception féministe et multiculturelle, ou plutôt intersectionnelle, de la société. Voilà, sachant que, au-delà des quelques questions que je vais poser, bien entendu, tout ça sera largement abordé et développé durant ces journées. Alors, nous avons vu apparaître dans les discours politico-médiatiques la question du multiculturalisme et de son échec, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en France, pour nous signifier que l'immigration, c'est un problème, et que l'islam et les musulmans et les musulmanes constituent en fait des problèmes, même si les contextes diffèrent, le fond, lui, varie très très peu. Et donc le fait religieux vient introduire dans le débat sur le multiculturalisme un aspect supplémentaire. Il en devient même une préoccupation centrale, notamment en France, d'où la focalisation autour de la laïcité. Alors le multiculturalisme, je ne vous apprends rien, est lié au constat de la multiculturalité des sociétés, face donc aux mobilités et aux migrations. Alors il me semble qu'on connaît à présent les grandes limites du système politique multiculturel. Premièrement, il me semble qu'il y a l'incapacité du multiculturalisme à combattre efficacement le racisme. C'est-à-dire que dans des sociétés historiquement dominées par des populations blanches, l'aménagement de la diversité culturelle n'empêche pas forcément l'État de racialiser des groupes qui sont jugés trop éloignés de la norme et donc de perpétuer ainsi la ségrégation d'une catégorie de citoyens. Deuxièmement, si le modèle politique multiculturel est à remettre en cause, c'est parce qu'il n'a pas pris suffisamment en compte la question sociale et qu'il est confronté aux politiques ultralibérales. Et l'insistance donc sur les différences culturelles tend à occulter ou minimiser les inégalités socio-économiques dont sont victimes donc les groupes minoritaires. Et enfin, dernière limite du modèle multiculturel, ça serait sa tendance à figer les identités, puisque en reconnaissant des minorités ethniques, il n'autoriserait pas les mobilités, les souplesses, avec donc le risque majeur d'une assignation identitaire et ethnique. Alors comment arriver à défendre des sociétés multiculturelles à ce moment critique où tant de pays occidentaux sont prêts à abandonner le multiculturalisme, parce qu'il me semble quand même que le multiculturalisme a, malgré ses limites, toujours un rôle important à jouer pour une plus grande égalité et une plus grande justice sociale. Et c'est Anne Phillips qui, je crois, souligne la nécessité de réviser cette vision déterministe de la culture pour adopter ce qu'elle appelle un multiculturalisme sans culture. Donc cette idée, moi, elle me semble intéressante dans la mesure où elle vient nous rappeler premièrement que la culture homogène, etc., n'existe pas et aucune personne n'est circonscrite dans une seule culture. Et puis, moi, à chaque fois, ça me rappelle que tout le monde est membre d'une culture. Or, il est souvent supposé, à tort bien sûr, que les membres de des cultures minoritaires, sont moulés par leur culture. En parallèle, vous le savez, on assiste à l'instrumentalisation de la question de l'égalité entre les femmes et les hommes pour condamner par avance toute revendication ou politique multiculturelle. Et c'est le cœur de la réflexion de ces deux journées. Le multiculturalisme serait en contradiction avec le féminisme ou les droits des femmes. Alors il a été accusé d'encourager l'oppression des femmes, les mariages forcés par exemple, les mutilations génitales féminines, le port du hijab, etc. Et on a tendance à utiliser cet argument de l'égalité des sexes pour justifier le retrait du multiculturalisme et pour ajourner encore et toujours la question de l'égalité réelle.
Alors c'est par exemple la grille de lecture multiculturaliste hein, qui est le plus souvent mobilisée pour apporter une explication au mariage forcé. Et on oppose, hein, sans évidemment le nommer, la culture française qui serait caractérisée par une égalité des conditions et des relations intrafamiliales, et puis donc la culture des migrants et des migrantes en provenance des pays du Sud, en particulier du Maghreb et d'Afrique, qui elle se caractérise par le retard culturel. Et ce faisant, bien entendu, on fait l'impasse sur la réalité des violences hein, qui ont lieu, maintenant on le sait très bien, hein, c'est assez balisé, dans le cadre du huis clos familial et conjugal. Et puis on sait par ailleurs que cette question des mariages dits forcés est parfois instrumentalisée pour répondre aux politiques migratoires restrictives et que la question des papiers et la possibilité pour des hommes, donc les futurs maris d'émigrer en France, de pouvoir s'y trouver en situation régulière, est souvent évoquée hein, dans ces récits de mariage forcé. Alors, ce débat hein, sur les droits des femmes et le multiculturalisme, il est attribué hein, à l'essai de Suzanne Moller-Hawking, « Le multiculturalisme est-il mauvais pour les femmes ?» Donc pour elle, un respect égal des cultures peut entrer en conflit avec un respect égal pour les femmes si les groupes minoritaires n'acceptent pas une égalité des hommes et des femmes au nom du respect de la culture. Et en effet, je pense qu'on peut être d'accord avec elle, rien ne justifie qu'une femme soit moins protégée qu'une autre parce qu'elle appartient à une minorité culturelle. Alors ça... Je ne vous apprends rien non plus, vous savez que sa position a déclenché beaucoup de critiques. On a surtout relevé les connotations colonialistes et essentialistes de son discours et sa vision stéréotypée des cultures d'un point de vue occidental et libéral. Alors, toujours est-il qu'il me semble qu'au nom de la culture ou de la religion, des hommes contribuent activement à entretenir des inégalités et des oppressions dont sont victimes les femmes, en découvrant ou en redécouvrant des traditions qui deviennent centrales dans la vie des individus ou des groupes. Et l'attention, c'est vrai, se porte principalement sur les sujets qui sont liés de près ou de loin au corps féminin et à la sexualité. Et pour reprendre les termes de Saïla Ben Habib, les femmes et leur corps sont le site symbolico-culturel sur lesquels les sociétés humaines écrivent leur ordre moral. Alors moi, il me semble qu'il existe une marge entre ce qui doit être acceptable et ce qui est intolérable. Et que cette marge, elle peut varier évidemment selon les observateurs, selon les contextes, selon les instrumentalisations diverses, etc. Et les frontières, là, elles ne sont pas évidentes. Qu'est-ce qui est non négociable? L'excision, par exemple, ou le mariage forcé, donc, au-delà du mariage forcé, ce sont surtout des rapports sexuels forcés. Je trouve qu'on oublie souvent de le dire dans le discours. Ça fait partie du non négociable, il me semble. En revanche, le port du hijab, lui, il apparaît relativement gérable. En tout cas, il me semble que la réflexion, elle doit porter, enfin, que c'est là qu'il y a un enjeu à réfléchir là-dessus, où on place le curseur. Mais il me semble que dans tous les cas, la limite et l'endroit où on place le curseur doit permettre aux personnes de faire une démarche sans avoir l'impression de renier leur culture. Tout l'enjeu est là. À un autre niveau, autour de ces questions, il me semble qu'un autre enjeu est celui de savoir comment arriver à faire entendre la voix des dissidents et des dissidentes culturelles et leurs revendications, puisque c'est à travers elles qu'on pourra mettre l'accent sur la pluralité des perspectives dans une culture donnée, quelle qu'elle soit. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment le féminisme peut soutenir, peut être vigilant là-dessus, et peut entendre cette diversité des perspectives qui provient de la remise en cause des normes dominantes
au sein d'un groupe. J'ai lu un article d'une chercheuse canadienne, Manisha Deka, qui propose d'encourager toutes les formes de dissidence culturelle en acceptant donc les revendications culturelles qui ne font pas obstacle à d'autres formes de dissidence. C'est-à-dire que, si je reprends l'exemple de la revendication culturelle de porter un hijab, même si on peut estimer que cette revendication est porteuse d'essentialisme, hein, est-ce qu'elle va ou pas renforcer la subordination des autres femmes du groupe en question? Est-ce qu'elle empêche d'autres femmes de s'engager dans une voie dissidente? Voilà, et je me dis qu'à chaque fois, il faudrait pouvoir faire passer le test de est-ce qu'on provoque de la subordination en interne ou pas. Mais il me semble en tout cas qu'en France, une grande des parties des féministes, pas toutes bien sûr, ont estimé, en vertu du fameux « le personnel et politique », que le choix de chacune engageait le mouvement dans son ensemble. Et ça, ce qui au départ était au sein du mouvement des femmes un mot d'ordre libérateur, il est devenu, dans le cas du port du hijab en particulier, la porte ouverte à un contrôle politique sur les vies privées, permettant de juger les pratiques de chacune en fonction des idéologies. Et il me semble qu'on a vraiment une réflexion à mener là-dessus. Alors, féminisme et multiculturalisme sont-ils aussi inconciliables que le laisse penser l'essai de Susan Hawking? Donc, moi, je vais essayer de répondre en faisant un petit détour donc, par l'intersectionnalité. Donc, ce concept diffusé pour la première fois par Kimberlé Crenshaw, même s'il est relativement nouveau dans la recherche française, les questions qu'il pose à propos de l'articulation des divers systèmes d'oppression sont loin de l'être. Hein, et on sait que face à un féminisme porté par des femmes blanches, hétérosexuelles, appartenant plutôt à la classe moyenne, d'autres féministes, africaines-américaines, migrantes, lesbiennes, activistes des pays du Sud, etc., leur reprochent de passer sous silence leur situation respective et a montré que la seule évocation d'une sororité commune ne peut plus tenir la route face aux diversités des situations qui sont vécues par les femmes. Alors, Kimberlé Crenshaw, elle affirme l'existence d'intersections identitaires signifiantes, c'est-à-dire des configurations identitaires complexes qui reflètent les multiples consciences de chaque individu. Et en même temps, ce qui est intéressant dans sa pensée, c'est que si elle remet en cause l'essentialisation de l'image des Africains et des Africaines-américaines aux États-Unis, elle vient aussi interroger les discours internes totalisants qui peuvent exister dans la communauté noire. Et toujours dans la lignée de la Critical Race Theory que je citais au début, tout un courant donc cherche à éviter qu'un sujet de droit noir imaginé par des blancs en soit substitué à un autre imaginé par des noirs. L'idée, ça serait de dire que l'un ne vaut pas mieux que l'autre, mais qu'au contraire, il faut arriver à penser la fluidité de l'identité de chaque individu, etc. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, de tirer des conclusions par rapport à un groupe, et c'est ce que fera Crenshaw, à propos des femmes noires qui sont doublement victimes d'oppression, en raison de leur race et de leur sexe, dans une société majoritairement blanche et dominée par des hommes, et ensuite en raison de leur sexe au sein de leur propre groupe racial. Alors, moi, sur les terrains sur lesquels j'ai travaillé, à Toulouse, donc dans les quartiers populaires et auprès de jeunes filles et de jeunes garçons, j'ai essayé de reprendre une idée enfin en tout cas c'était très opératoire moi sur mes terrains, ce concept d'intersectionnalité, et elle met en avant deux niveaux que je vais reprendre rapidement, vu que je la retourne. Donc d'abord elle met en avant un premier niveau qu'elle appelle l'intersectionnalité structurelle, qui met en valeur comment les institutions limitent ou dénient l'accès à un certain nombre de ressources aux groupes ou aux individus qui sont marginalisés.
Et bien entendu, cette discrimination indirecte, elle est pratiquement invisible dans la société. Et en particulier dans le champ du travail social que je connais bien, certains et certaines travailleurs sociaux ont tendance à présenter la culture d'origine comme le frein principal à l'amélioration des relations entre les sexes. Et bien évidemment, les jeunes, face à eux, face aux professionnels, vont avoir tendance à adopter un discours bien évidemment défensif de la culture de leurs parents. Parfois même, ils vont avoir tendance à le surjouer en ce qui concerne la virginité des filles, les mariages, etc., etc. Et donc, vont avoir tendance à justifier les inégalités entre les sexes. Et donc moi, je fais le lien avec ce qu'a pu écrire Abdel Malek Sayad sur les questions d'immigration. C'est-à-dire que quand on confronte ces jeunes, qu'ils soient filles ou garçons, arabes, noirs, principalement, puisque ce sont de ces jeunes-là dont il s'agit, aux traditions de leur famille et de leurs parents, et qu'on leur dit en substance, votre culture, elle est arriérée, et je vous promets qu'on entend encore beaucoup. Sayad mettait en avant l'humiliation qu'on pouvait subir et ressentir face à cet éternel soupçon d'être immigré. Et du coup, tout ça va prendre le pas sur tout le reste, y compris l'oppression des femmes. Je vous cite ce que dit une jeune fille. Des fois, l'assistante sociale, on a l'impression qu'elle ne comprend pas. Parce que la plupart du temps, elle ne sort pas des quartiers. Donc, elle ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, tu ne peux pas parler à une personne quand tu sais qu'elle n'a aucun repère, elle ne sait pas de quoi tu parles. Tu as l'impression que tu es en train de parler avec une extraterrestre ou quoi. Tu lui parles, elle fait « Ah oui, ça se passe comme ça ». Tu n'as pas du tout envie de la mettre dans ton monde, à toi, sachant que le ciel est plus beau, donc tu évites. À un niveau plus général, il existe une tendance qui consiste à demander aux femmes et aux jeunes filles donc de ces minorités à la fois de faire l'effort de s'intégrer, en abandonnant leurs caractéristiques culturelles envahissantes, de s'émanciper de leur mari, de leur père, de leur tradition, de leur culture, bref, de se libérer du sexisme arabo-musulman, mais aussi de jouer un rôle de relais ou de médiatrice dans leur quartier, soit en pacifiant le groupe des garçons pour les plus jeunes d'entre elles. J'ai pu le constater là aussi à plusieurs reprises dans des réflexions concernant des actions à mettre en œuvre auprès, ou dans des dispositifs en direction des jeunes à Toulouse. Vraiment, ça passe des élus aux travailleurs sociaux, enfin voilà. Soit en leur faisant porter la responsabilité de la reproduction du sexisme, de leur culture, pour les plus âgés, pour les mères, donc à travers l'éducation de leurs fils. Et donc on sait bien que le vécu des discriminations, les inégalités, etc., et leur position défavorisée vont induire cette espèce de culturalisme à rebours, dans lequel donc les traditions sont réinventées, et on va le retrouver dans le fameux « ça ne se fait pas chez nous ». Et ça, on entend effectivement très très souvent. Et aux jeunes filles et aux femmes, on va reconnaître le rôle de porteuse de la culture du groupe. Combien de fois n'ai-je entendu que à la fois le paradis se trouve sous les pieds des mères et qu'elles sont gardiennes des traditions, tandis que les garçons et les hommes, eux, vont avoir la responsabilité de garantir le respect des normes de genre, avec toutes les injonctions de genre qu'on va pouvoir porter sur les uns les unes et les autres, et donc dans un partage entre eux, c'est-à-dire le groupe majoritaire qui habite hors du quartier, et un nous, une communauté ou un groupe culturel qui est sans cesse réactivé. Alors l'intersectionnalité, elle fait également ressortir, au-delà de la position identitaire plurielle, les conflits de loyauté et les dilemmes pour les femmes des minorités. Toujours en me référant donc aux écrits de Kimberlé Crenshaw, qui pose conjointement à la fois le refus d'un ennemi principal, puisqu'il faut tout prendre en compte, et le refus des injonctions aux solidarités. Et ça, je trouve ça très intéressant pour comprendre un petit peu ce qui se joue. Elle explique que si les femmes de couleur choisissent le privé, qui n'a pas le même sens pour toutes les femmes, comme refuge et comme abri, et parenthèse, ça vient ainsi briser la doxa féministe du privé politique, et ça dérange, on a du mal avec ça, en tout cas en France.
c'est pour se protéger des agressions du monde extérieur et du racisme. Et là aussi, on le retrouve... enfin bon, j'ai pas le temps. Mais je pourrais vous citer des choses, oui, des choses que peuvent dire les jeunes filles. Juste une citation en parlant de la police. L'image est négative. Moi, personnellement, je les aime pas. C'est surtout par rapport à notre vécu, à ce qu'ont vécu nos frères. Après ce qu'ils ont fait subir à nos mères, c'est clair qu'on risque pas d'avoir une image positive envers eux. Alors, d'autre part, ces injonctions aux solidarités, donc internes au groupe, Kimberlé Crenshaw montre qu'elles sont dangereuses, puisqu'elles repoussent toujours à plus tard la lutte contre les violences à l'égard des femmes, et vouloir donner une image positive à tout prix de la communauté ou du groupe minoritaire ne va pas forcément dans le bon sens. Mais là encore, c'est bien plus compliqué que ça, je l'ai constaté sur le terrain. Je vous cite ce que dit une responsable associative à propos des jeunes filles. Elles ne veulent pas dévoiler les violences et les dominations qu'elles subissent. Elles ont le sentiment de trahir la communauté, le quartier, et de contribuer au renforcement de sa stigmatisation. En parlant, elles dénoncent les gens avec qui elles vivent, leurs propres frères qu'elles se doivent de respecter. Alors, toute la question, c'est de se demander, est-ce que l'on dessert les femmes minoritaires quand on parle des violences internes à la communauté? Quand on sait que ces injonctions donc, aux solidarités et l'idée de garder la communauté soudée comportent un prix à payer, eh bien évidemment un prix que payent les femmes. En tout cas, aujourd'hui en France, si on pointe la violence des hommes arabes ou noirs, on renforce bien sûr les stéréotypes et la stigmatisation de l'ensemble de la population arabe ou noire. Et donc, souvent on n'a peut-être pas tendance à s'en rendre compte, mais on va donc renforcer les discriminations qui touchent hommes et femmes. Et vous connaissez les chiffres là-dessus, et je pense qu'il y aura des interventions qui vont nous les rappeler. Et juste pour montrer cette difficulté, j'ai entendu à la radio, ça date un peu, mais je ne sais pas si elles sont toujours sur cette position, mais en tout cas à l'époque ça m'avait paru très intéressant. C'était une représentante de l'association qui s'appelle Voix d'Elle Rebelle, en région parisienne, qui expliquait leurs difficultés auprès des institutions concernant une remise en cause de certaines traditions, comme par exemple les mariages forcés, contre lesquels elles luttent et travaillent depuis longtemps. Et elle expliquait que, consciente que leurs critiques pouvaient être instrumentalisées par les institutions et les politiques pour renforcer les lois répressives sur l'immigration et les étrangers, elle se posait vraiment la question de savoir s'il fallait continuer à en parler, publiquement en tout cas. Le deuxième niveau d'intersectionnalité que décrit Crenshaw, et qui intéresse de près le féminisme, c'est celui de l'action politique et collective. Il est intéressant de voir donc qu'il renvoie à cette difficulté pour les mouvements antiracistes ou féministes de prendre en compte donc l'articulation de la race et du genre, par exemple donc dans leur manière de problématiser cette question des violences contre les femmes minoritaires. Et comme l'indique Crenshaw, les recoupements évidents du racisme et du sexisme dans la vie réelle, leur point d'intersection, trouvent rarement un prolongement dans les pratiques féministes et antiracistes. Et on sait bien, réduire la violence contre les femmes comme une caractéristique quasi naturalisée des hommes noirs aux États-Unis ou des garçons arabes en France, c'est bien entendu ne pas rendre compte de l'aliénation de toutes les femmes. Et de fait, donc, à un niveau donc, plus politique, les personnes qui sont à l'intersection de multiples oppressions peuvent trouver qu'un discours qui prétend les libérer d'une oppression peut légitimer, explicitement ou implicitement, d'autres formes de subordination. En France, il y a eu ces dernières années deux expressions, en tout cas visibles, et dont on a parlé, parce qu'il existe plein de choses beaucoup plus souterraines, à la marge, etc.,
mais on en parle peu, mais il y a plein d'autres expériences, mais ça peut-être que Jules va nous en parler plus longuement, donc je lui laisse le soin de le faire. Donc en France, ces dernières années, 2 types d'expressions politiques. Le premier, c'est le discours de ni pute ni soumise, et l'ensemble du discours féministe, je ne le réduis pas à ni pute ni soumise, et l'ensemble du discours féministe qui s'est créé autour d'elle, autour donc des garçons des cités, violents, violeurs, etc., etc. Et ce discours antisexiste peut légitimer du racisme de manière implicite. En tout cas, les jeunes filles, en tout cas un certain nombre de jeunes filles que j'ai pu rencontrer, ont beaucoup de mal à s'identifier à ce mouvement. Et là je vous donne encore une citation. C'est à cause de ces femmes qu'il y a cet amalgame par rapport aux Arabes, aux Noirs et aux musulmans. Moi je dis, elles allument bien le feu. Déjà on n'est pas arrangé dans cette société, et en plus de ça, elles disent ouais, on habite dans des cités, c'est pas une raison pour se couvrir de la tête aux pieds, on a le droit de porter des mini-jupes, nous aussi. Et plus loin, non mais attends, tu vas te trimballer dans un cas de soldat en mini-jupe, toi? Point d'interrogation. Et une autre dit, pour ni pute ni soumise, il faut rompre avec tout ce que vous avez vécu. En plus, c'est un sacrifice, tu vois. Et là, sur cette citation, on voit bien comment elles se sentent sommées, à travers ce discours, de choisir entre la famille, les parents et la société française. Et là, il me semble que, enfin, on a vu que du point de vue des femmes, à la fois pour Suzanne Hawkins, mais pour bien d'autres, la perspective de s'assimiler à la culture majoritaire serait plus enviable que la protection des cultures minoritaires. Alors là, il me semble que, outre que les femmes sont souvent moins en mesure de quitter effectivement leur communauté ou leur groupe culturel, elles ne souhaitent souvent pas non plus le quitter, et ce pour de bonnes raisons. Pour beaucoup de femmes, donc, c'est difficilement pensable de quitter la communauté vu le manque d'alternatives et de choix qui s'offrent à elles pour de meilleures conditions de vie. Et au-delà de ça, les coûts psychosociaux de cette option peuvent être très importants. Crainte d'être rejetée par la famille, par les amis et la communauté, rupture totale ou partielle avec le cercle familial, perte d'identification à la communauté ethnique ou religieuse. Et pour reprendre l'exemple des mariages forcés, la plupart de celles qui ont osé rompre avec la famille le font souvent avec une espèce d'ambivalence plus ou moins importante, et ça prend souvent la forme d'un déchirement qui met longtemps à s'effacer, et c'est en tout cas toujours avec beaucoup d'émotion qu'elles évoquent leur rupture avec les parents. Et j'ai fait une interview avec une jeune femme qui avait vécu un cas très difficile, où on l'a ramenée en Algérie, etc., mais où elle m'avait juste dit que ça lui faisait extrêmement de bien, enfin, de pouvoir rencontrer quelqu'un qui la comprenait. C'était tout bête, mais voilà, il me semble que c'est extrêmement important pour, pour la personne elle-même. Et autre exemple, on sait qu'un certain nombre de jeunes filles, pour pouvoir vivre une sexualité libre, vont avoir recours à une reconstruction de l'hymen liée à une injonction très forte à la virginité, c'est vrai, qui est très présente. Alors cette stratégie, là encore, même si elle contribue à perpétuer la tradition oppressive, elle offre aux jeunes filles malgré tout une solution. Et donc ça, ce sont pour les exemples les plus extrêmes, mais dans d'autres cas où elles aménagent, où elles composent, etc., il me semble que, moi en tout cas c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée, qu'elles arrivent à se créer des espaces d'autonomie, souvent donc à l'abri des regards de la famille, et elles élargissent leurs espaces de liberté sans rompre de manière brutale avec la famille. Et rester dans la communauté donne accès donc à une reconnaissance qui est déniée par ailleurs, par le biais de ce que décrit Françoise Collin, la philosophe Françoise Collin, qu'elle appelle la chaleur du proche. J'aime beaucoup cette idée de la chaleur du proche,
Et Françoise Collin écrit pour la décrire, je la cite, « La richesse de l'intime où chacun peut au moins trouver une certaine chaleur qui sécrète une douceur irremplaçable, une proximité qui n'est pas un monde au sens politique, des valeurs que seuls les opprimés connaissent et peuvent partager. » Deuxième position, ça c'était ni plus ni soumise. J'ai encore un peu le temps? Oui. C'est vous la présidente. Oui, mais j'avais dit que j'allais abuser du micro, mais c'est pas vrai. Hein. Enfin, je vais essayer en tout cas de ne pas le faire. Donc, deuxième option hein, qu'on a vu apparaître en France ces dernières années, une autre opposition, celle défendue notamment par un groupe qui s'appelle les Indigènes de la République, que vous connaissez sans doute, qui en s'attaquant au racisme de type postcolonial de la société française, a tendance à mettre de côté le sexisme au sein du groupe. Et je me souviens avoir été vraiment très en colère, carrément, en lisant donc une interview hein, de la porte-parole dans un numéro de Nouvelles Questions féministes, où elle explique que la loyauté des femmes indigènes envers les hommes de leur groupe de leur groupe d'appartenance s'imposait face au racisme de la société. Loyauté via le port du hijab et en minorant le sexisme de ces hommes. Et à un moment, et c'est là que ça me mise vraiment en colère, elle dit il faut leur faire plaisir aux hommes. Voilà, voilà ça met en colère. Même si, bien entendu, on peut réfléchir à cette question du dilemme hein, de la loyauté et de cette solidarité quasi imposée. Et là, dans cette tendance-là, l'expression d'un désaccord risque d'être associée à une trahison identitaire. Et il me semble que la polémique récente autour de la cinéaste franco-tunisienne Nadja El Fani, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette polémique, hein, qui a fait un film qui s'appelle Ni Dieu ni Maître, donc, et qui prend une position laïque, elle a été l'objet de campagnes haineuses hein, de la part d'un certain nombre de musulmans et de musulmanes, mais y compris ici en France, hein, en Tunisie c'est autre chose, je ne me positionne pas là-dessus, mais ici en France, et il me semble que c'est vraiment révélateur de ce phénomène, et ça illustre encore une fois bien les difficultés à pouvoir être dissidente par rapport à donc, son groupe d'appartenance réel ou supposé. Donc on voit bien hein, avec tout ça la double injonction paradoxale qui est faite aux femmes minoritaires, injonction à briser le silence sur le sexisme interne au groupe, injonction à la loyauté ou à la solidarité à l'égard des membres masculins de son groupe d'appartenance. Donc toute la question c'est, ben, voilà, quel espace pour ces femmes où elles puissent être entendues et reconnues. Et pour moi l'enjeu vraiment d'une réflexion sur le genre et le multiculturalisme, c'est d'arriver à résoudre ces deux questions fondamentales. Comment faire pour que les filles et les femmes ne soient plus déchirées par ce choix entre leurs différentes loyautés et leurs identités collectives, puisque qu'elles choisissent de rester ou de partir, dans tous les cas elles doivent payer le prix, souvent le prix fort. Et deuxièmement, comment traiter la question des violences sexistes envers les femmes minoritaires, racialisées, etc., en rappelant que ces violences sont transversales à tous les groupes sociaux et culturels, sans tomber donc dans le piège de racialiser le sexisme, et pour autant sans nier les spécificités que vivent ces femmes, souvent donc des classes populaires. Et je vous dis ça parce que j'ai assisté il y a quelque temps, c'était en 2008 je crois, une journée organisée par la délégation interministérielle à la ville sur les femmes des quartiers. Et la journée s'est conclue par une allocution de Madame Blandine Kriegel, qui était alors présidente du Haut Conseil à l'intégration. Et je vous cite ce qu'elle dit. Le Haut Conseil à l'intégration ayant eu à rendre un avis sur les droits civiques des femmes issues de l'immigration, il a eu l'occasion de souligner que la situation des femmes des quartiers n'était cependant pas séparable de celles que connaissent l'ensemble des femmes en France. Et plus loin, les Françaises n'ont pas pour autant diminué leur natalité, ce pourquoi il faut notamment remercier les femmes issues de l'immigration. Les femmes ont donc obtenu des droits égaux, mais d'importants efforts restent à faire en matière d'égalité des salaires, de parité dans la vie politique et d'accès aux plus hautes responsabilités,
alors que l'enseignement, par exemple, est une profession particulièrement féminisée, il ne comptait en 2000 que 12% de femmes professeurs des universités. Alors certes, la situation des femmes des quartiers ou issues de l'immigration ou étrangères, etc., n'est pas séparable. Mais en fait, j'aurais aimé que Mme Kriegel nous donne quelques chiffres et quelques arguments pour nous expliquer en quoi ces femmes des quartiers étaient concernées par l'accès aux plus hautes responsabilités et combien sont professeurs des universités. Et ça me... Vraiment, ça aussi, ça me met un peu en colère. C'est-à-dire qu'en jouant cette carte de la... Mais c'est une vraie question, hein. En jouant cette carte de la transversalité, on nivelle les expériences de toutes les femmes, et là, en mettant en avant des réalités que les femmes des quartiers ne connaissent pas. Le public, là, en l'occurrence, c'était... la dive avait fait son boulot, entre guillemets, avait invité voilà, beaucoup de femmes associatives des quartiers populaires, etc. Il y avait très peu de professeurs d'université dans la salle, si ce n'est à la tribune. Alors, dernier point donc, avant de conclure que je voulais aborder, donc c'est cet enjeu de penser un féminisme multiculturel, je ne sais pas trop comment il faut l'appeler, intersectionnel. Peut-être que je sortirai de ces 2 journées avec une appellation qui me convienne vraiment, pour l'instant ça ne va pas trop. Donc, ce paradigme intersectionnel, voilà, il soulève l'intérêt de beaucoup, à la fois de théoriciennes, de militantes féministes, etc. Excusez-moi. En tout cas, je trouve qu'on a un chantier important devant nous, parce que les enjeux, ils sont à la fois nombreux, ils sont complexes à traduire de manière très concrète. Et est-ce qu'il est réellement possible d'arriver à éliminer toute hiérarchie quand on regarde les discriminations, hein? Est-ce qu'un système discriminant, est-ce qu'on peut arriver très concrètement à ne pas mettre un système de discriminant ou une oppression au-dessus ou en amont des autres? Et du coup, est-ce qu'il est concrètement possible de mettre en œuvre des actions qui reflètent cette simultanéité des oppressions? C'est là où ça devient voilà, très très complexe, et c'est pour ça que je dis que le chantier, il est devant nous. Mais en tout cas, l'intersectionnalité politique que décrit Crenshaw, il me semble qu'elle nous invite à penser des coalitions, et ça c'est un véritable défi pour le féminisme en France, où, me semble-t-il, à la fois féministes et multiculturalistes ou antiracistes peuvent être des alliés objectifs dans les luttes. Mais c'est un enjeu parce que le féminisme aujourd'hui, pour moi en tout cas, il n'a pas le choix, il est acculé à travailler sur ces questions, puisqu'elles sont mises en avant non seulement sur la scène scientifique, mais aussi sur la scène publique et politique. Et donc il est temps que ce mouvement se pense lui-même d'abord comme une coalition, en s'appuyant donc sur l'expérience concrète des femmes, sur ce qui les rassemble et aussi sur ce qui les sépare les unes des autres. Et j'ai envie, pour terminer, de pouvoir exprimer devant vous, mais je me fais la porte-parole de bien d'autres, le découragement et le désenchantement que cela peut induire chez certaines d'entre nous. J'ai lu, il n'y a pas longtemps, le récit d'une militante féministe belge d'origine algérienne qui utilise pour exprimer ce sentiment « danser dans le noir ». En kabyle, ça signifie perdre son temps et son énergie. Il illustre, selon elle, ce malaise entre féministes autochtones et féministes non blanches. Et une de mes amies toulousaines, elle aussi d'origine algérienne et kabyle et féministe de longue date, l'exprime simplement en me disant « je n'ai plus envie de m'appeler féministe ». Et elle précise, quand je lui demande « pourquoi tu dis ça ?» Ben, à cause de leur racisme. Alors, je ne crois pas qu'il faille abandonner le mouvement féministe en raison de ces divisions, ni même l'identité de féministe, mais à condition qu'aucune politique ou prise de position raciste ne soit plus possible au nom des féministes ou avec l'assentiment des féministes. Alors, ce qui est certain, en tout cas, juste pour terminer, c'est qu'aujourd'hui, en France, les polémiques sur le hijab, le niqab et l'islam, in fine, ont produit davantage d'exclusion sociale pour certaines femmes
et nombre de féministes auront largement contribué à cet état de fait en refusant de considérer les femmes des groupes minoritaires comme des actrices sociales compétentes. Donc un certain nombre de féministes aveugles à la domination qu'elles peuvent générer sur d'autres femmes. D'où l'importance de faire de la place à ces récits et ces contre-récits dans tous les espaces possibles, puisque ne pas faire à la place à ces récits des femmes minoritaires, c'est contribuer à renforcer leur relégation aux marges. Donc ça suppose, pour terminer, d'accepter qu'il n'existe pas une voie unique vers l'émancipation, et ça c'est pas gagné. Et si, comme l'a dit encore une fois, je le cite, Abdelmalek Sayad, exister, c'est exister politiquement, l'enjeu, c'est de favoriser l'émancipation des femmes, de toutes les femmes, en leur permettant d'être enfin des sujets politiques. Je vous remercie.